Est-ce que, comme moi, tu détestes le small talk? Et non seulement tu le détestes, mais tu ne comprends même pas l'intérêt. T'as l'impression qu'on perd du temps, que c'est un truc inutile avant les discussions intéressantes. Et si je te disais que, j'ai enfin découvert l'utilité profonde du small talk. Comme toi, avant je trouvais ça stupide, avant je trouvais ça absurde. Maintenant que j'ai compris à quoi ça servait, bon, je te dirais pas que j'aime ça, mais c'est plus facile à vivre. Alors, avant de commencer, déjà, définissons le small talk. Ce que j'appelle small talk, c'est quand les gens parlent de choses dont la réponse ne les intéresse pas. Ils posent des questions dont la réponse ne les intéresse pas. Ce qui est échangé, le texte de ce qui est échangé ne les intéresse pas. Donc, oui, quand tu dis ça va, c'est généralement du small talk. Et tu me diras, oui, parfois, je demande ça va, et je veux vraiment savoir comment la personne va. Et là, c'est plus du small talk selon ma définition. Donc voilà, la définition que je veux utiliser, c'est vraiment quand ce qui est dit n'intéresse pas les personnes qui le disent. Donc, c'est pas une histoire de sujet. Tu peux parler de la météo, tu peux parler de la météo de manière à ce que les gens soient intéressés. Moi, j'adore parler du fait que les gens croient que l'été commence le 21 juin alors qu'il commence le 1er juin. J'adore en parler, tu vois, et c'est la météo. Et donc, c'est plus du small talk. Donc, vraiment, c'est hyper important que tu gardes cette définition en tête. Ce que j'appelle small talk, c'est vraiment quand on dit des choses qui n'intéressent pas vraiment les personnes qui le disent, que ce soit la personne qui parle ou la personne qui écoute. Et moi, malheureusement, dire des trucs qui m'intéressent pas, ça m'intéresse pas. Alors, j'ai beaucoup demandé autour de moi, parce que je comprenais pas pourquoi les gens faisaient ça. Je leur demandais, pourquoi tu fais du small talk? Et les gens m'ont souvent répondu une réponse que je ne comprenais pas, qui était, ça permet de créer du lien avant d'aller plus en profondeur. Et je leur disais, en vrai, toute discussion crée du lien. Si jamais j'arrive et je te dis prout prout, tu vas rigoler, ça va créer du lien, tu t'en rappelleras plus que si jamais je te fais du small talk. Et d'ailleurs, si notre but c'est de créer du lien, on peut parler d'un truc qui est intéressant, mais pas profond émotionnellement. Je comprends que les gens ont pas forcément envie d'aller dans le profond. Moi, j'ai aucun problème à parler, tu vois, direct de la mort avec une personne que je connais pas, mais je peux comprendre que des gens aient besoin de davantage d'échauffement avant de parler de trucs profonds, mais ça n'empêche pas de parler de trucs intéressants. Et donc, c'est ça que je comprends pas dans cette explication. Si le small talk, c'est juste pour une sorte d'échauffement avant d'aller au sérieux, pourquoi on dit des trucs pas intéressants? Et heureusement, j'ai fini par trouver la bonne explication dans ce livre qui s'appelle The Autistic Guide to the Galaxy, où elle explique l'intérêt du small talk, le but du small talk. En fait, le but du small talk, il est dans le non-verbal, il est dans la vibes. Et pour comprendre ça, il faut déjà comprendre les gens qui aiment le small talk. Parce que toi, peut-être que tu fais partie des gens qui détestent ça, comme moi, mais peut-être que tu n'arrives même pas à concevoir que des gens aiment ça. Or, il y a vraiment des gens qui aiment ça, il y a même beaucoup de gens qui aiment ça. Quand tu regardes d'ailleurs les discussions sur internet, les gens disent est-ce que je suis le seul à pas aimer le small talk? Je vois que les gens autour de moi ils aiment ça. Moi j'avais carrément fait un sondage sur mon profil LinkedIn. Alors évidemment ça n'a pas de valeur scientifique, mais j'avais demandé est-ce que tu aimes poser des questions sans être intéressé par la réponse. Donc à quel point tu aimes poser des questions sans être intéressé par la réponse. Et j'ai eu 29% des gens qui soit m'ont répondu j'aime ça, soit qui m'ont répondu j'adore ça. Donc c'est pas une majorité, hein, ça fait quand même beaucoup de gens, 30% des gens qui aiment ou adorent poser des questions dont la réponse ne les intéresse pas. Donc là c'est pire que du small talk, hein, c'est le niveau d'après. C'est vraiment tu poses une question et tu sais déjà que la réponse n'intéresse pas. En fait ça m'étonnait jusqu'à ce que je te disais, hein, j'ai vu dans ce livre l'explication. En fait le small talk il sert à quoi? Il sert à découvrir avec qui tu as une alchimie qui pourrait ensuite déboucher sur une relation. Et en fait, pour créer une relation, il te faut à la fois de l'alchimie et à la fois des intérêts communs. Sauf que
trouver des intérêts communs, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus dur à explorer. Tu le vois quand tu as une relation amoureuse, au début quand vous faites connaissance, bah il est possible que tu découvres que, je sais pas, l'autre personne est fan de je ne sais pas quoi au bout de 6 mois, parce que c'est jamais venu dans la discussion. Donc en fait c'est beaucoup plus long de développer, d'explorer les intérêts communs par rapport à l'alchimie. L'alchimie, en vrai, ça se sent direct. En 1 heure avec une personne, tu sens si vous avez de l'alchimie. Et donc, ce que se disent les personnes, c'est, bah, viens, on commence par l'alchimie. Puisque l'alchimie, c'est important comme les intérêts communs, autant commencer par le truc le plus simple. Et du coup, si on commence par l'alchimie, ça sert à rien de se fatiguer à chercher des sujets de discussion qui nous intéressent. Mieux encore, on va fixer des sujets universels de small talk, comme la météo, comme le temps de trajet, comment t'es arrivé à l'endroit où tu parles, t'as pris le métro, comment c'était, etc. C'est des sujets qu'on a fixés de manière universelle pour même plus avoir à se poser la question de ce qu'on se dit. Et donc, en fait, les gens qui aiment le small talk, ce qu'ils aiment, c'est la vibes, c'est l'énergie, c'est le ping-pong de la relation. D'ailleurs, enfin, le ping-pong de la conversation. D'ailleurs, tu t'en es rendu compte probablement quand on essaye de représenter un personnage charismatique, tu sais, à la Leonardo DiCaprio dans Catch Me If You Can, on représente quelqu'un qui fait du ping-pong, qui a de la répartie, ça rebondit. C'est pas tant ce que la personne dit qui marque, c'est vraiment le fait que ça soit en ping-pong. Maintenant qu'on a vu ce qui fait que les gens aiment le small talk, on va regarder pourquoi moi j'aime pas. Et il se trouve que dans mon cas, c'est parce que je suis autiste. Alors, je dis pas que toutes les personnes qui détestent le small talk sont autistes. Je dis que une des raisons qui peut te pousser à le détester, c'est l'autisme, notamment à cause d'un trait qui s'appelle la myopie au contexte. Alors, la myopie au contexte, c'est un concept de Peter Vermeulen qui explique notamment, tu sais, le fameux trait caricatural des autistes qui est de pas comprendre le second degré. Je dis que c'est caricatural parce qu'en vrai, je connais très peu d'autistes qui ne comprennent pas le second degré. J'en connais quelques-uns, mais je connais plutôt des autistes qui ne détectent pas le second degré. Ce qui est très différent, parce qu'une personne qui ne comprend pas le second degré, elle peut pas en faire. Or, je connais plein d'autistes dont les blagues préférées sont des blagues du second degré, sauf que quand ils font la blague, bah, ça les fait rire, mais quand d'autres font la blague au second degré, ils ont un plus long temps à la détente. C'est mon cas. Moi, j'adore faire des blagues du second degré, je comprends le second degré. Si tu me dis que là, c'est du second degré, je comprends. Par contre, je peux avoir du mal à le détecter. Et du coup, qu'est-ce que c'est la myopie au contexte? C'est le fait de surutiliser le texte pour comprendre le monde autour de toi, surutiliser la partie textuelle, et du coup, forcément, si tu as une myopie au contexte comme moi, bah un texte vide, c'est une horreur. Le small talk, c'est un texte vide et tout se base dans le contexte, le non-verbal, l'intonation, etc. Ça, c'est une horreur pour moi. D'ailleurs, le concept original de Peter Vermeulen s'appelle pas la myopie au contexte, il s'appelle l'aveuglement au contexte. Contexte blindness. J'ai préféré traduire par myopie au contexte parce que je trouve que la notion d'aveuglement, de cécité, elle est exagérée. Les autistes voient le contexte. En tout cas, je connais des autistes qui voient le contexte. C'est juste qu'il ou elle le voit mal. D'ailleurs, en ce moment, je suis avec plein d'autres autistes sur un groupe WhatsApp et on a discuté de l'exemple que je vais te donner. Tout le monde comprenait l'exemple que je vais te donner. Personne m'a dit je comprends pas. L'exemple c'était quoi pour illustrer cette notion de contexte et de texte? C'est la différence entre ça va et ça va. Si jamais tu vas rencontrer un client ou une cliente dans un déjeuner d'affaires qui se passe dans les locaux de ton client ou ta cliente, t'arrives et c'est la première fois que vous vous rencontrez en vrai et la personne te demande ça va, bah tu comprends que tu vas pas te déballer ta vie. Si c'est ton voisin ou ta voisine qui te demande dans le couloir ça va, pareil, tu comprends que tu vas pas forcément te dévoiler ta vie. Là où si c'est ta psy ou ton psy qui te demande ça va, bah tu comprends que là faut peut-être plus détailler. De la même manière, si tu t'es introduit ou introduite dans un parc à 3 heures du matin et que t'avais pas le droit, et que là un vigile arrive avec sa lampe et te dit ça va,
tu comprends que ça veut pas dire comment ça va. Ça veut dire ça va, je te dérange pas. Qu'est-ce que t'es en train de foutre là? Et tu comprends qu'il faut pas il faut pas répondre bah oui ça va. Voilà, tu te sers du contexte, le fait que tu es en infraction dans ce parc et que cette personne est un vigile chargé de surveiller les gens pour comprendre que le texte qui dit qui est ça va ne veut pas juste dire ça va. De la même manière, tu vomis dans la rue parce que t'es ivre. Si jamais quelqu'un s'approche de toi et que cette personne a une blouse blanche et un stéthoscope, donc tu vois que c'est un médecin et qu'elle te dit ça va, tu comprends qu'il faut peut-être lui dire bah non ça va pas, j'ai mélangé l'alcool avec je ne sais quelle drogue, il s'est passé ci, ça. Si jamais c'est un policier, quelqu'un qui est habillé en policier qui te demande la même chose, tu comprends que tu vas pas dire bah non ça va pas, j'ai mélangé l'alcool et la drogue. Tu comprends que le policier, tout ce qu'il veut savoir c'est est-ce que t'es une menace à l'ordre public et est-ce qu'il doit t'arrêter, donc tu vas réagir différemment. Tout ça pour te montrer que tu vois que le même texte, qui est ça va, selon le contexte, selon les intonations, selon le non-verbal, bah, il va avoir un sens différent. Ça, la plupart des autistes s'en rendent compte, mais c'est plus compliqué. Donc là, je t'ai donné un exemple où c'est tellement évident que la plupart des autistes vont se rendre compte des différences de contexte. Mais il y a d'autres cas où c'est plus compliqué. Bah, le fameux cas du second degré. Parfois, je mets plus de temps à détecter le second degré parce que je n'ai pas repéré, pour repérer le second degré, il te faut repérer tout le reste. Le contexte de la personne qui le dit, l'intonation avec laquelle elle dit, le fait que ça cadre pas avec sa personnalité. Bref, je dois analyser plein de choses qui ne sont pas le texte, parce que le texte, il dit le contraire de ce que la personne veut dire. C'est le concept même du second degré. Il y a d'autres raisons qui font que les autistes ont du mal avec le small talk. C'est plein de choses. Je te fais une liste non exhaustive, mais ça va être, souvent, les contextes où il y a du small talk, c'est aussi du contexte où il y a du bruit partout. C'est des contextes de socialisation avec des grands groupes, etc. Et du coup, comme il y a du bruit et qu'il y a plein d'autistes qui sont hypersensibles au bruit, ça va leur faire une surcharge cognitive qui fait que c'est dur d'en plus devoir gérer un texte qui veut rien dire. Ça peut être la peur du rejet. Il y a plein d'autistes qui ont la peur du rejet parce qu'ils ont vécu du harcèlement quand ils étaient plus jeunes. On leur a fait sentir que il ou elle était chelou et du coup t'es dans la peur du rejet. T'es en train de faire toi-même du masking. Ce qu'on appelle le masking quand on est autiste, c'est justement le fait de se comporter comme une personne aliste, une personne pas autiste, pour donner le change. Et du coup, quand t'es déjà en train de faire tous ces efforts pour faire du masking, moi j'aime bien, j'ai trouvé une BD où elle disait que faire du masking quand t'es autiste, c'est comme être un vendeur ou une vendeuse dans une boutique de parfum, mais bénévole. Tu vois, t'es là et tu fais plein d'efforts pour avoir l'air particulièrement jovial, et du coup ça t'épuise. D'ailleurs, quand je suis dans mon mode masking, en vrai, je peux aimer faire du small talk. Juste, ça m'épuise et en plus, je suis pas doué. Enfin, je sens que je suis moins doué que les autres. Autre raison qui fait que les autistes peuvent ne pas aimer le small talk, c'est le fait d'avoir du mal à savoir son tour de parole. Ça, c'est un trait autistique que j'ai. C'est je ne sais jamais exactement à quel moment je dois parler et du coup, plus une conversation elle est en ping-pong et plus c'est désagréable pour moi. Plus une conversation elle va être en chacune fait des petits monologues, je sais pas, pendant 1 minute et à tour de rôle, et plus c'est simple pour moi parce qu'il n'y a pas le ping-pong. Et le dernier truc qui peut jouer, que je voulais te lister, alors il y en a encore plein d'autres, mais le dernier que je te liste, c'est le monotropisme. Le monotropisme, c'est quoi? C'est le fait que t'as beaucoup d'autistes qui ont une forme d'attention en tunnel. Ton attention, elle va tunneliser et du coup, ça a plein d'effets, notamment ton attention elle est tunnelisée sur le texte et pas sur le contexte, mais aussi, moi, dès qu'on change de sujet et qu'on n'en revient pas, ça me gratte le cerveau. Alors j'exagère, c'est pour que tu puisses comprendre l'inconfort, mais ça me met très inconfortable. Or, quand les gens font du ping-pong de small talk, parfois ils abordent un sujet, ils le finissent pas, et ça me frustre. Par exemple, ils vont donner une anecdote en disant est-ce que tu savais que ceci, cela? L'autre personne dit ah non, je pense que c'est pas vrai. Et puis on passe à autre chose. Mais moi je suis en mode, mais non mais comment ça? Et pendant 3-4 minutes je suis sur mon téléphone, je vais dans Google, je cherche, et puis à la fin je fais j'ai trouvé la réponse et j'ai envie de revenir sur le sujet. Et ça c'est pas très compatible avec l'idée du small talk où t'es dans un ping-pong et tu vois un peu fluide où tu changes les sujets, parce qu'en vrai c'est la vibe qui compte, c'est l'énergie et pas les sujets. Sauf que comme je te le disais, moi en vrai mon cerveau c'est plutôt les sujets qui l'intéressent. Le truc qui m'a fait avoir de la compréhension et de l'indulgence pour le small talk, c'est toujours dans le livre The Autistic Guide to the Galaxy, c'est le fait de comprendre qu'en fait
l'autisme et l'alisme, donc l'inverse de l'autisme, sont deux cultures différentes. Et une fois que tu penses ça comme deux cultures différentes, il y a plein de choses qui s'ouvrent à toi. Il y a un chercheur qui s'appelle Damian Milton qui a résumé ça par le problème de la double empathie, qui montre que, contrairement à l'idée reçue qui voudrait que les autistes manquent d'empathie, en fait c'est totalement faux. Quand tu mets deux autistes entre eux, entre elles, ils communiquent très bien. Quand tu mets deux alistes entre eux, entre elles, ils communiquent très bien. Le problème se passe quand tu en mets deux différents. Si les autistes avaient moins d'empathie, si les alistes avaient plus d'empathie que les autistes, bah tu mets un aliste avec un autiste, bah au moins l'aliste arrivera à comprendre l'autiste. C'est l'inverse qui serait pas vrai. Mais non, ça marche pas comme ça. Là, le manque d'empathie, il est des deux sens. Et en fait, ça ressemble à une culture. Quand t'as deux cultures différentes, ça peut être compliqué. Et du coup, je me suis rendu compte que le small talk me paraît absurde. Comme il y a des coutumes de certains pays qui peuvent nous paraître absurdes à nous quand on est français, quand on est française. Et en fait, c'est pas un truc à juger. Là où moi, avant, le small talk, vraiment, je me disais, mais attends, les gens qui font du small talk, qui aiment ça, c'est des gens qui sont forcément fades. Ils sont forcément probablement que c'est pas les personnes les plus intelligentes du monde. Voilà, je jugeais. Là maintenant, en fait, j'arrive à ne plus juger et à comprendre, ok, en fait, c'est juste une autre culture. Et le truc qui m'a encore plus aidé, c'est quand quelqu'un m'a dit la phrase magique qui est le small talk, c'est l'infodump des alistes. Je répète, le small talk, c'est l'infodump des alistes. C'était une révélation pour moi. Alors, c'est quoi l'infodump? L'infodump, c'est quand une personne autiste va se mettre à partager un peu en monologue sur un sujet qu'elle aime bien ou pas d'ailleurs. Moi, on me dit toujours que l'infodump, c'est sur des sujets qui tiennent à cœur. Moi, pas forcément. Parfois, justement, c'est ma manière de faire du small talk. Je vais parler d'un truc qui me tient pas tant à cœur que ça. Je sais pas, notamment un truc sur un fait sur la météo, mais juste ça me permet de connecter. Mais c'est vrai que je vais avoir tendance à le faire en tunnel, à faire un peu, tu vois, comme un prof. Et j'aime bien quand les gens communiquent avec moi comme ça. Non seulement j'aime bien le faire, mais j'aime bien aussi quand les gens m'expliquent un truc comme ça. La dernière fois, j'étais à un événement avec plein de small talk et plein de gens. C'était très 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 dur. Et à un moment, je sais pas comment on arrive à là, on parle de la taille. Et il y a quelqu'un qui dit ah ouais mais tu sais que la taille d'un enfant c'est tu prends la taille la taille du papa, tu prends la taille de la maman, tu fais une moyenne et puis t'ajoutes 7 ou tu retires 7. Bref, je sais plus. Je me rappelle plus de la règle, mais en tout cas, elle avait la règle et on a débattu, etc. Et je voyais que la personne, ça l'intéressait de ouf et elle nous racontait vraiment en tunnel. Et en moins, elle s'est excusée, elle a dit ah, je suis vraiment désolé, je suis en train de parler d'un truc qui est pas intéressant. Et je dis mais non, ça m'a vraiment grave intéressé parce que j'aime bien quand les gens ils font l'infodump parce que je préfère qu'ils me balancent un truc où le texte les intéresse plutôt qu'ils veuillent faire du ping-pong. Moi, j'aime pas pas que j'aime pas le ping-pong, c'est que je m'en fous que la communication soit en ping-pong. Ça me va très bien qu'on parle de trucs intéressants, peu importe le temps de parole de chacun, de chacune. Et quand j'ai compris que le small talk, c'était l'infodump des alistes, ça m'a permis d'avoir de l'indulgence, puisque c'est vrai que ma question du début qui était à quoi sert le small talk, c'est absurde, on pourrait me la retourner, on pourrait me dire à quoi sert l'infodump. C'est vrai que quand je fais de l'infodump, c'est pas une décision consciente d'un truc intelligent que je suis en train de faire, c'est juste ma manière à moi de créer du lien. Et la bonne nouvelle, c'est que même si c'est difficile, le small talk peut s'apprendre. Et du coup, moi, j'ai appris le small talk. Il se trouve que les compétences sociales, il y en a plusieurs qui sont quasiment innées. Ça, je l'ai découvert dans un livre qui s'appelle The Lost Girls of Autism, qui raconte comment, en vrai, un bébé, il a déjà pas mal de compétences pour comprendre l'intonation de la parole, pour comprendre pour être frustré quand on le regarde pas dans les yeux, etc., etc. Et toujours dans ce livre de The Lost Girls of Autism, il y a une autiste qui raconte que elle s'est rendue compte qu'elle était autiste quand elle a amené son enfant à la crèche. Elle amène son enfant à la crèche et directement l'enfant il va prendre des jouets, s'amuser avec un tel, avec une telle, enfin il est comme un poisson dans l'eau dès les premières secondes et elle se dit mais attends mais comment c'est possible que mon fils, il arrive aussi facilement à faire ça, et que moi, même quand j'avais, 12, 13, 14 ans, j'avais encore du mal à faire ça. Et c'est là qu'elle a le déclic et qu'elle se rend compte qu'elle est autiste et qu'elle entame une démarche diagnostique. La bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre les compétences sociales, puisque ce sont des
compétences. Moi, je les ai apprises notamment dans les livres de Leigh Landès, je sais pas comment le prononcer, tu vois, réussir le premier contact et comment parler à tout le monde. Alors les titres sont très racoleurs, mais vraiment, c'est vraiment très cool. C'est des livres avec des techniques, donc ça se lit pas d'une traite. Il y a des techniques pour chaque situation, et j'utilise encore plein de techniques de ce livre à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas que le small talk, c'est comment se comporter quand t'es dans des groupes et comment animer les conversations, les discussions, etc. Et le disclaimer que je te mets, c'est que elle a une vision du monde que je partage pas du tout, hein, qui est sexiste à certains endroits, qui est vraiment en mode il y a les winners et les losers. Donc dès qu'elle parle de politique et de sa vision du monde, moi je zappe, et je t'invite à zapper aussi. Mais les techniques sont intéressantes. Il y a vraiment des techniques que j'utilise vraiment tout le temps. Une technique qui me vient là en tête, c'est celle de redonner la parole à quelqu'un. Tu sais, quand t'es là et que quelqu'un est en train de parler d'un truc qui lui tient à cœur, la personne est interrompue, genre je sais pas, le serveur vient prendre la commande ou un truc comme ça. Bah moi je suis toujours la personne qui dit machine, t'es en train de parler de ça, vas-y, et tu vois, je te rends la balle, parce que c'est trop dur pour la personne de se rendre la balle à elle-même, et donc du coup, je lui rends la balle, et forcément que la personne est trop contente qu'on lui rende la balle. Donc tu vois, c'est des petites techniques comme ça. Avant, je portais un chapeau, et c'est une des techniques dont elle parle, c'est avoir un accessoire qui est insolite, et quand j'avais un chapeau, surtout en boîte de nuit, les gens venaient, ils me volaient le chapeau, ça faisait une discussion, même en soirée, même en événement business, les gens ils venaient me parler, oh c'est marrant ton chapeau, et ça faisait un sujet de discussion. Donc voilà, tout ça pour te dire que j'ai appris les compétences dans ce livre et j'en suis très content, même si je vois bien que c'est pas ma langue naturelle. D'ailleurs, si les techniques du livre t'intéressent et que tu veux avoir un aperçu avant de l'acheter, je te mets un lien vers un article où j'ai fait un résumé des techniques de ce livre. Est-ce que tu es autiste ? C'est une bonne question. Si t'as commencé en te disant j'ai testé le small talk, peut-être que t'es autiste. Alors, je répète, il y a plein d'autres raisons de pas aimer le small talk que d'être autiste. Et d'ailleurs, il y a aussi quelques autistes qui aiment le small talk. Mais c'est intéressant de creuser, surtout si t'as d'autres traits associés à l'autisme. Par exemple, des anomalies sensorielles. Les bruits te dérangent, ou les odeurs te dérangent, certaines lumières te dérangent, ou alors quand t'as soif, quand t'as faim, tu la ressens de manière très 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 forte, au point que ça étonne les gens autour de toi. Ou alors à l'inverse, t'as pas d'odorat, ou tu ressens pas la soif, ou tu mets du temps à réagir quand on t'appelle par ton prénom. Tu peux avoir aussi le fait d'être très maladroite, un peu gauche. Si t'es gauche, en fait, c'est un sens qui s'appelle la proprioception, le fait de savoir où sont les parties de ton corps à tout moment. De la même manière, je l'ai pas dit, mais si tu ressens trop ou pas assez la soif, c'est que tu as une anomalie dans l'interoception. L'interoception, c'est le fait de sentir les choses à l'intérieur de toi. Donc dans l'autisme, il y a un des critères qui est effectivement les anomalies sensorielles avec des hypersensibilités, mais aussi des hyposensibilités. Je trouve qu'on parle pas assez des hyposensibilités. Alors de manière générale, je trouve qu'on parle pas assez du fait que 90 à 95% des autistes sont concernés par une anomalie sensorielle, et c'est un trait autistique que beaucoup de gens ne connaissent pas. Pareil, si tu n'aimes pas le small talk et qu'en plus tu as un rapport à la connaissance un peu comme on a des crushs sur des personnes, donc ça peut durer un jour, ça peut durer toujours, mais t'as une tendance à, tu vois, à aller creuser les sujets, à adorer fouiller un sujet comme ça, faudrait creuser, ça pourrait être un intérêt intense autistique. Il y a plein d'autres traits autistique, mais c'est pas le sujet de la vidéo, j'en ferai peut-être un jour sur les traits de l'autisme, mais si ça t'intéresse, j'ai une newsletter qui parle d'autisme, parce que 90% des adultes ignorent qu'ils sont autistes, et il y a beaucoup de personnes qui sont autistes. Selon les estimations, ça varie entre 2 à 4% des gens, ce qui fait beaucoup, hein. Ça veut dire que tu connais forcément une personne autiste et que tu es peut-être toi-même autiste, et beaucoup de gens s'en rendent compte très tard. Moi, je m'en suis rendu compte à 35 ans, et quand j'ai fait cette démarche d'exploration, j'étais frustré d'avoir des descriptions en français qui étaient souvent floues et pas à jour sur l'autisme. Donc j'ai été lire une trentaine de livres, la majorité en anglais, et ça m'a donné une vision de ok, comment on pourrait retranscrire l'autisme de manière claire, et j'en ai fait une newsletter. Tous les jours, je t'écris des emails sur l'autisme avec de l'info claire. Justement, je te dirai pas les phrases qui moi m'ont énervé, du type non mais l'autisme c'est un spectre, mais tout le monde est différent. Oui d'accord, je comprends bien que chaque humain est différent, donc chaque autiste est différent, mais ce qui m'intéresse c'est quels sont les points communs pour que je sache si moi j'ai ces points communs et si moi je suis autiste. Donc
Je t'ai préparé une newsletter qui te permettra de te faire une idée de si tu es autiste ou pas. Il y a un email tous les jours avec à chaque fois de l'info qui va être ancrée dans le consensus scientifique, qui va être à jour et qui va être la plus précise possible. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Évidemment que parfois je n'y arriverai pas, mais c'est la promesse, c'est l'enjeu que je me donne. Donc si c'est un truc que tu veux creuser, je t'attends là-bas dans le lien qui est en description. Ceci étant dit, tu connais le refrain, abonne-toi, partage les vidéos à quelqu'un à qui ça pourrait servir et à très vite.